Je ne sais pas si la Russie était une menace pour la France avant qu'Emmanuel Macron cible Vladimir Poutine mercredi soir lors de son allocution. Je sais en tout cas qu'elle l'est, ou qu'elle l'est devenue depuis les mots du président de la République. Vladimir Poutine a convoqué Napoléon pour répondre à Emmanuel Macron et il a rappelé qu'on n'humilie pas l'homme russe. L'escalade verbale continue puisque le président français a aussi répondu. Il a proposé une leçon d'histoire au chef du Kremlin qu'il accuse de méconnaître le passé napoléonien. Poutine fait un contresens, a déclaré Emmanuel Macron, et d'ajouter sur un ton ironique « ça m'étonne de lui ». On est saisi par ce dialogue à distance aussi étrange qu'inquiétant. Emmanuel Macron mène la guerre des mots avec Vladimir Poutine quand il ne dit rien à Abdelmadjid Tebboune, le président algérien. La diplomatie, selon Emmanuel Macron, est un labyrinthe dans lequel les meilleurs experts se perdent à force d'essayer de trouver une logique à travers les zigzags de l'Élysée. À moins que tout ça relève de la psychologie, d'un président qui semble aspirer vers le vide, d'un président pour qui le compte à rebours a commencé, d'un président qui dans 2 ans ne sera plus président et qui a l'air effrayé par cette idée. Tous ces signes qui, je l'espère, ne traduisent pas une attirance pour le cash. Si je voulais résumer ces 40 minutes, je dirais que toutes les questions ont été posées, mais que toutes les réponses n'ont pas été apportées. Le Premier ministre, Pascal, a fait entendre sa musique à lui. Oui. Il n'est pas du tout dans le champ lexical du président Macron, sur Poutine, sur la Russie. Il fait entendre sa musique à lui, la réforme de l'État profond, on l'a entendu sur l'administration, la simplification des normes, l'inversion entre administré et administration. Il envoie des messages, encore une fois, sur ces sujets et ces dossiers à lui. Donc on voit que ce sont 2 musiques différentes. Je ne sais pas si Sonia l'a ressenti comme telle. Effectivement. Bon, il y a la forme, il y a le fond. Avec M. Bayrou, la forme, je crois que ça n'aura échappé à personne. Il est très difficile d'être en interview au ping-pong. D'abord parce que le moment ne s'y prête pas, honnêtement. Il y a, quoi qu'on en pense, une inquiétude des Français. Et moi, je trouve, avec Laurence, qu'il y a un moment où le politique doit pouvoir quand même, qu'on soit d'accord ou pas, décliner sa pensée et expliquer le moment tel qu'il le vit. Sur le fond, je suis totalement d'accord. François Bayrou, c'est un politique à l'ancienne, dans tous les sens du terme, voyez-vous. Il a besoin d'expliquer, il a besoin de s'opposer. Je pense que c'est ce qu'on a permis, il me semble, sans rien lâcher sur certains sujets qui nous semblent importants. Je pense que vous, c'est très difficile, c'est un exercice très difficile pour vous. Mais passionnant, Pascal, passionnant. Oui, passionnant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le téléspectateur. Est-ce qu'il a été passionné, le téléspectateur, par les réponses de M. Bayrou? Non, mais c'est une vraie... je veux dire, mais je vous dis, toutes les questions, elles sont posées. Moi, je pense qu'il faut pas sous-estimer... Mais est-ce qu'il est passionné par ses réponses? Pascal, alors, il y a une chose, moi, qui m'a intéressé. D'accord ou pas, moi, je pense que les gens, dans un moment comme celui-là, regardent, même si, et surtout s'ils ne sont pas d'accord. J'entends ce que vous dites, Alors, en revanche, il y a un mot, moi, qui m'a frappé, parce que pour le coup, c'est peut-être un mot qui a échappé à son contrôle, c'est quand il a parlé des délabrements des finances publiques. C'est une réalité. Hein. Oui, mais ça, c'est une pierre dans le jardin d'Emmanuel Macron. Ah, mais tout à fait. Ça fait juste 8 ans, délabrement. Délabrement. Mais c'est pas nouveau que François Bayrou dise ça, Pascal. Écoutez, délabrement, quand vous êtes Premier ministre, je voudrais savoir comment le chef, le N+1 de M. Bayrou, va accueillir son N-1 quand il va entrer dans son bureau et qu'il va lui dire... Délabrement. Je suis en place depuis 8 ans. Fillon avait parlé de faillite alors qu'il était Premier ministre. Oui, Eugénie Bastier. On a vu le résultat. Nous sommes en faillite, il était Premier ministre. Oui, mais encore, c'était différent parce que c'était au tout début du quinquennat. Donc, il portait un regard objectif sur une situation nouvelle. Là, vous avez quelqu'un qui parle de la France, qui est gouvernée depuis 8 ans par qui, vous savez... Il le fait exprès, parce qu'il sait très bien que là, il va y avoir des arbitrages difficiles. Il envoie un message au président de la République pour lui dire ça ne sera pas au détriment des déficits. Ça ne sera plus au détriment de J'entends, Sonia, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut pas dire un mot plus dramatique. Donc il dit à Emmanuel Macron, c'est une catastrophe. Votre bilan est catastrophique. Je traduis, c'est pas moi qui le dis, c'est le Premier ministre. Je trouve que c'est le moment que j'ai retenu, que dans quelques qui me paraît... alors après, chacun retient le moment qu'il veut. Mais en tout cas, je vous admire pour tout. Non. Si. D'abord pour votre sang-froid, pour la qualité. Mais nous avons le calme des vieilles troupes. Mais je suis d'accord. Je vous admire pour votre sang-froid, pour la qualité de vos questions, pour y retourner, etc. Et c'est vrai quand vous parliez de ping-pong, on aimerait des échanges
On aimerait parfois plus d'authenticité ou de sincérité, forcément, mais bon. En tout cas, est-ce qu'on a eu les réponses Est-ce que les Français et les téléspectateurs et les auditeurs les ont eu? C'est Laurence, ça. peut-être un exemple. Quand on a fait le miroir inversé par rapport à l'Algérie et la Russie, et puis ce sera intéressant d'entendre Vincent, on lui dit c'est vrai, vous n'avez pas de mots assez durs, et à raison. En grande partie, évidemment, mais qu'est-ce qu'il sur vous la répond Russie, mais sur l'Algérie... mais il vous dit que votre question est désobligeante. Elle n'est pas désobligeante du tout, votre question. On n'est pas là, on n'est pas à l'heure du thé, en fait. On est là pour poser des... C'est extraordinaire, d'ailleurs. Il dit c'est désobligeant. Ben non, elle n'était pas désobligeante, votre question, Sonia. Elle était juste la traduction de tout ce que les Français pensent. Comme vous estimez qu'il a répondu à côté. Hein, comme quand au début il a répondu à côté. Mais... Je pense que d'abord c'est un exercice, comme vous l'avez dit, qui est particulier, qui est compliqué. Au début de l'interview, Pascal, je lui demande mais l'Europe est en train d'entrer en guerre au moment où l'Ukraine s'apprête à faire la paix. Oui. Et là, pareil, on a senti que bien sûr. Non, ce serait un discours. Non, c'est la réalité. Bien sûr, vous avez parfaitement raison, mais vous avez été parfaite, comme toujours. Merci Pascal. Toutes les deux. Bon, Vincent Herouet. Non, mais c'est objectivité, Pascal. Mais je trouve que dans cet exercice, vous êtes parfaite, évidemment, et que ça demande d'abord beaucoup d'expérience. Vous en avez toutes les deux, d'avoir interrogé des hommes politiques. Effectivement, ça demande, c'est une certaine manière d'appréhender cette séquence. Qui fait que... Permettez-moi un mot, c'est vraiment que nos téléspectateurs, mais ils le savent, comprennent, c'est souvent un chemin de crête. Oui, moi, bien sûr. j'estime aujourd'hui que dans un moment difficile, et on partage ça avec Laurence, on ne peut pas être dans un jeu, voyez-vous, où on veut d'abord poser les questions avant d'entendre les réponses. Je trouve que c'est un respect, une politesse par rapport aux auditeurs et téléspectateurs, que c'est à eux de se faire leur opinion. Exactement. J'entends, vous avez parfaitement raison. Bon, Vincent, ce que dit Laurence est tout à fait juste. Vous avez Poutine qui veut arrêter la guerre, je ne dis pas qu'il veut faire la paix, vous avez Trump qui veut faire la paix, et on a le sentiment qu'on a un président de la République qui dit non. On a ce sentiment. Mais vous êtes formidable ce matin, vous êtes plein d'une sorte de fausse ingénuité. D'abord, moi je trouvais que nos consoeurs étaient formidables, que cette interview s'écoutait de bout en bout avec beaucoup d'intérêt. On attendait qu'il se passe quelque chose. Et on était... Non, mais c'est vrai. Mais les interviews de Premier ministre ou de Président, c'est toujours la même chose. C'est souvent des questions vaines qui apportent... Non, mais les questions ne sont pas vaines. Attendez, au contraire. Non, mais les questions sont toutes vaines. Si vous l'interrogez sur l'Algérie, évidemment qu'il est extrêmement gêné, puisque c'est du ressort du président. En tout cas, il en a fait son... Non, mais en fait, ce que tout le monde dit par des mots, alors qu'ils seront très désobligeants, le président se couche devant l'Algérie, il ne dit rien. Et voilà, c'est ça que... si vous sortez dans la rue, c'est ce que les uns et les autres disent. Donc moi, je veux bien avoir un autre langage, mais les gens disent, il se couche devant l'Algérie, et puis il fait le firabara devant... Il a raison, mais les gens ont raison. C'est-à-dire qu'on va essayer d'imposer le respect des frontières ukrainiennes aux Russes, alors que c'est un problème qui est ouvert, qui est sur la table depuis plus de 30 ans. Alors qu'on est incapable de faire respecter notre frontière à 3 OQTF. Donc, il y a, tout ça, c'est ce parallèle. Les 800 milliards, vous savez ce qu'ils disent? Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose ce matin, comme ça, que j'ai vu dans la rue, une expression très simple. 800 milliards, on n'a pas le début que d'une cerise. Voilà comment ça a été traduit. Voilà ce que quelqu'un m'a dit. François Bayrou n'a pas cité dans ses 40 minutes d'interview une seule piste d'économie. Pas une seule. Mais il a inventé un concept formidable. Il n'a pas répondu à votre question sur où on va trouver l'argent. Il n'a pas répondu. Il a inventé... La réforme de l'État, moi j'ai compris. Oui, mais ça c'est hyper flou. Je veux dire, il y a même pas une... Depuis 2 jours, François Bayrou a inventé un concept formidable, le sacrifice sans le sacrifice. Ouais. Comme il y a les interviews sans les réponses, permettez-moi juste... C'est pas une manière de le défendre, mais comment dire Sonia Mabrouk. On n'est pas à la place des responsables, peut-être tant mieux, peut-être tant pis, mais par exemple, sur l'Algérie, on voit bien qu'il y a une crainte. Alors, on peut la considérer totalement injustifiée et irrationnelle, c'est ce qui a été dit d'ailleurs dans le Figaro. Il y a une crainte d'un embrasement en réalité des banlieues et d'une augmentation des tensions communautaires qui sont déjà réelles. A-t-il raison de prendre autant de précautions ou pas? Je pense que c'est l'affaire des dirigeants. Nous, de notre côté, on lui a dit c'est une succession d'humiliations. Comment accepter cela? On voit bien qu'il veut faire attention. J'entends ce que vous dites, mais de l'autre côté, solution. Je pourrais entendre ce que vous dites s'il n'y avait pas en miroir l'attitude vis-à-vis de Vladimir Poutine. Enfin, il dit quand même à Poutine, il lui fait une leçon d'histoire. Il dit, un révisionniste. Ça m'étonne de lui. Non, mais enfin, un impérialiste révisionniste. Ça m'étonne de lui. Il parle juste à Vladimir Poutine. Je vous assure, moi je peux être inquiet.
j'exprime mon inquiétude. Peut-être que vous ne l'êtes pas. Moi, j'exprime mon inquiétude. C'est notre première question, Pascal. Oui, mais non, là, mon inquiétude, elle est sur Emmanuel Macron. Au-delà de la situation internationale. Je m'étonne que mon président parle comme ça de Vladimir Poutine avec ce que je trouve une forme de légèreté. Moi, ce qui m'a plus interpellé quand même, c'est ce qu'il nous a dit, et c'est beaucoup repris sur les États-Unis et Donald Trump. Le président français va rencontrer le président américain dans quelques jours, et on a le Premier ministre, malgré tout, qui nous a quasiment dit que ce n'était plus un allié, puisqu'à la question, il commence nous l'a carrément dit. Une longue phrase pour dire est-ce qu'un allié fait ci, est-ce qu'un allié fait ça. Donc au final, si les États-Unis ne sont plus un allié... C'est un allié ou pas? C'est un ennemi? Évidemment que c'est un allié. Voilà. Ça n'a pas été dit ce matin. L'Amérique est un allié. Oui, c'est un allié. C'est un allié difficile, c'est un allié irascible, c'est un allié égoïste. Vous en avez des tas dans vos relations. Réfléchissez. Il n'a Si que vous des faites amis. le portrait de vous comme cela en creux, je n'imaginais pas que je pensais que non, que je ne pensais pas que vous étiez comme mais bon, ça. les choses ne sont pas en noir et blanc. Non, mais c'est j'entends. un allié qui a toujours été difficile au demeurant. André Valigny et Georges Fenech qui on peut parler. André Valigny, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je suis assez satisfait de ce que j'ai entendu ce matin parce que je suis très européen depuis longtemps, comme François Bayrou. Je trouve que l'Europe se réveille enfin un peu trop tard et un peu à contre-temps par rapport à l'Ukraine. Parce que c'est vrai qu'il semble que la paix s'approche en Ukraine, enfin, on l'espère en tout cas, et que c'est à ce moment-là que l'Europe se réveille, décide de réarmer. Ça fait des années et des années que Bayrou le disait, que Bayrou le prône, que Bayrou est un Européen convaincu. Moi-même, j'avais fait un rapport au Sénat en 2013 sur l'Europe de la défense, qui a fini dans un tiroir, évidemment. Donc tout ça va dans le bon sens au niveau européen. Maintenant, par rapport à Poutine, je trouve que là encore, Emmanuel Macron a raison. Il faut hausser le ton, il ne faut pas avoir peur de Poutine. Le drame des Européens depuis le début, c'est qu'ils ont peur de Poutine. Le jour où on n'aura plus peur de Poutine, les choses changeront. D'accord. Écoutez... Vous n'envisagez pas qu'il y en ait un de pire après Poutine? Pire que Poutine, ce sera difficile. Non, c'est très facile. Alors là... Pour Georges Fenech, non, simplement, et puis après on... sur la forme, j'ai trouvé un truc rassurant. Contrairement à d'autres. Il a un discours qui n'est pas dans l'esbrouf. Il ne nous a pas fait des annonces. Il nous a donné le sentiment d'un Premier ministre qui est à la tâche. Et en plus, un discours sincère. Quand il vous dit délabrement, c'est vrai qu'il a utilisé un mot très fort, mais je suis convaincu qu'il le pense. Voyez-vous ? Donc, moi, je trouve qu'on a un Premier ministre qui rassure. Et par les temps qui courent, c'est une bonne chose. Entièrement Vous d'accord. avez parfaitement raison. En fait, c'est vous qui avez trouvé les meilleurs mots. Autant Hervé Morin disait hier qu'il se sentait en insécurité avec Emmanuel Macron, oui. Et vous dites avec François Bayrou, qui a cette expérience-là, qui a cette continuité dans l'exercice politique depuis longtemps, vous dites... Qui rassure. Voilà. Vous voyez, Pascal Praud? Non, mais c'est vrai. Vous êtes rassuré par François Bayrou? Oui, tout arrive. c'est-à-dire que je trouve que ce que dit Georges Fenech est intéressant, c'est qu'au-delà de ces phrases dont on sait quoi en penser, en arrière-plan, il y a effectivement un Premier ministre qui peut-être différente de celle du un Premier président. ministre qui ne peut pas tout dire. On est parfois un peu frustré dans l'interview parce que les questions sont bonnes et les réponses ne sont pas toujours à la hauteur. Mais ce que dit Georges est juste. C'est-à-dire qu'au bout du bout, on se dit bon. Voilà. Oui, mais les Français. Il sait de quoi Et vous savez qu'en plus, il est très cohérent. Pour qu'il n'y ait pas de guerre, hein, entendons-nous bien. Oui. Pour le reste, je ne suis pas sûr qu'il ait envie de mettre les mains dans le cambouis et d'attaquer toutes les réformes qu'il faudrait depuis 30 ans. Parce qu'à un moment, d'ailleurs, il était un peu gêné sur l'éducation nationale. Il a dit, j'étais il y a 25-30 ans. Bon, voilà. C'était intéressant d'ailleurs cet échange-là. Sur l'éducation, sur la défense. Oui. Et ça veut dire que rien n'a été fait en fait. Ça veut dire que rien n'a été fait depuis 30 ans. Il dit j'étais il y a 30 ans et on a été aussi nuls qu'aujourd'hui. Ouais. Je traduis. Oui, non, on était plus nuls. On est plus nuls aujourd'hui qu'avant. Georges a raison de dire qu'il rassure. Il rassure aussi parce qu'il rassure parce qu'il est cohérent. Il dit la même chose depuis longtemps sur les finances publiques qui sont délabrées, c'est vrai, et sur l'Europe. C'est quelqu'un qui est cohérent sur la longue durée. C'est rare. Si le pays a besoin d'être rassuré ou d'être secoué. Là, on a depuis 48 heures, moi j'ai envie d'être rassuré en fait. Eugénie. Vous voyez, juste depuis moi j'ai envie aussi d'être réformé, qu'il y ait des solutions.
J'ai pas envie qu'on me berce indéfiniment Non, dans mais une... il y a une hiérarchie. Bon, on n'a plus d'argent, c'est entendu. Mais une guerre, c'est encore au-dessus. Vous voyez, donc depuis 48 heures, je suis un peu inquiet, en fait. Mais moi, j'ai toujours pas la réponse à comment on va financer cette guerre. Parce que François Bayrou, il veut quand même financer cette guerre. Pas avec des euros. Non, mais la guerre, Eugénie, canon. Eugénie, Les ça canons, c'est faut parole bien et les parole. Là, c'est parole et parole, vous le savez bien, c'est parole et parole. Le président, il dira autre chose demain. C'est parole et parole. Les 800 milliards, il n'y a pas, je vous dis, le début d'une queue d'une cerise. Ouais. L'argent, pour reprendre une expression de Il n'y a même pas quelqu'un qui d'assemblée pour Mesdames, voter. Merci Pascal. Vous avez été Merci à vous, parfaite. cher Pascal. Vous êtes en vacances, vous êtes en week-end? Oh. Il y a l'écriture pour le JDD notamment. Et pour le JD News. Et oui, pour être et à la pour le JD hauteur Mag. de vos chroniques. Et Il vous faut bien. travaillez, mais en fait, vous travaillez tout le temps. Eh oui. On en connaît un qui quelle nous horreur. inspire comme ça. Bon, Beaucoup sur ce plateau. Bon, écoutez, je vous remercie en tout cas. Merci à vous. Vraiment, je vous Bonne remercie émission, les grandement. amis. Je vous remercie grandement, Laurence et Sonia. Et puis, nous allons écouter justement ce qu'a dit Vladimir Poutine lorsqu'il a répondu à Emmanuel Macron et qu'il a convoqué Napoléon. Depuis l'époque de Napoléon, depuis l'invasion de la Russie par Napoléon, certains sont encore impatients. Il y a encore des gens qui veulent revenir à l'époque de Napoléon, oubliant comment cela s'est terminé. Bon, d'abord, sur la forme. Est-ce que... Ah, oui, d'abord sur la forme. Oui. J'ai l'impression, mais peut-être me trompe-je, parce que j'ai jamais vu rire Vladimir Poutine, mais là j'ai l'impression que Il a un sourire qui est vraiment calculé. Voilà, mais là j'ai millimètre. l'impression qu'il y a un petit sourire. Ouais, c'est un triomphe, oui. Il y a deux pays qui sont... Les États-Unis sont en train de faire un coup absolument fumant, quand même. Extraordinaire avec l'Ukraine. Ils sont en train de se débarrasser du fardeau après avoir ruiné la moitié de l'Europe. Et ils vont encore se remplir les poches, puisqu'on va se précipiter avec les 800 milliards pour autant qu'ils existent. On va se précipiter pour acheter des F-35 et toutes sortes d'armements sur l'étagère. C'est le En deuxième catastrophe. quoi qu'il en coûte. Hein. Oui. Après le Covid, l'Ukraine. Oui, c'est vrai. Deuxième quoi qu'il en coûte. Donc, Déjà 203, on aura peut-être un troisième quoi Ils vont qu'il en coûte. continuer Non à mais je nous vous jure, ça vendre. vous fait rire. Moi, ça me fait pas rire du tout. Hein. L'Ukraine, c'est le deuxième quoi qu'il en coûte. oui, ça va vraiment nous coûter très très cher cette histoire. Et notre relation avec les Américains va devenir effectivement extraordinairement coûteuse. Donc les Américains font une opération qui est... On n'aurait jamais imaginé un coup pareil, tellement c'est fumant. Et puis du côté russe, voilà, c'est important d'écouter ce qu'ils disent en ce moment. Ils disent non à peu près à tout ce que propose l'Europe. Et donc, ça réduit à pas grand-chose les espérances, tout le branle auquel on assiste à Paris, à Londres, avec Zelensky, puis maintenant à Bruxelles. En fait, il y aura pas, les Russes disent il n'y aura pas de force d'interposition, il n'y aura pas de force européenne en Ukraine. Il n'est pas question qu'on y mette nos bottes, puisqu'on est des armées qui dépendent de l'OTAN. Lavrov l'a encore répété hier. C'est une posture qui a été constante chez eux. Ils ont fait la guerre pour que l'OTAN s'écarte de l'Ukraine. Ils ne vont pas aujourd'hui accepter que des armées otaniennes viennent, une force otanienne, une force capable de s'interposer, vienne s'y installer. Vous savez qu'il y a quelqu'un dans la rue encore qui m'a dit vous parlez toujours de l'OTAN, je ne sais même pas ce que c'est que l'OTAN. Oui. Et c'est intéressant parce que... De l'Atlantique. Mais oui, mais parfois, je pense vraiment aux uns aux autres. C'est un général qui vous a dit ça? Non. Non, mais je pense, on devrait faire de la pédagogie toujours et tout le temps, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne précisément ce que vous venez de dire. Eh bien, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait deux blocs. Il y en a un qui a créé autour de la Russie le pacte de Varsovie, avec l'armée rouge, évidemment, était la plus puissante, mais toutes les armées satellites, des pays satellites contribuaient à ce pacte militaire de défense. Et en face, vous avez eu l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, NATO en anglais, qui s'est installée dont l'état-major, dont le siège est à Bruxelles, mais qui est une armée essentiellement américaine, avec des moyens essentiellement américains, et des contributions des pays européens. Je ne pense pas avoir dit trop de bêtises. Et quand le mur est tombé, le pacte de Varsovie s'est dissous, et l'OTAN, qui était une magnifique bureaucratie qui existait depuis 50 ans, qui n'avait jamais fait la guerre, s'est trouvé désœuvré, chercher une vocation. Eh bien, on a élargi son domaine d'intervention, je finis juste, en lui faisant faire la guerre en Yougoslavie d'abord, contre la Serbie. Et ce jour-là, on a commis un crime qu'on paye aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a arraché à la Serbie une partie de son territoire qui s'appelle le Kosovo, dont on a fait un État indépendant, malgré les Russes qui s'en souviennent encore et qui nous l'ont fait payer
en Géorgie et aujourd'hui en Ukraine. Eugénie. Oui, mais Vincent, Non, c'est bien de faire un petit rappel comme ça, pédagogique. Au-delà de la guerre en Ukraine, vous dites que ça va nous coûter cher, mais c'est peut-être aussi important de prendre en charge nous-mêmes notre défense et de ne plus dépendre précisément du parapluie américain. C'est quand même un exercice de souverainisme. Peut-être qu'il est triste de voir qu'il faille en passer par cette guerre en Ukraine pour en arriver là, mais le résultat est quand même une bonne chose, in fine. Pierre de Villiers l'a dit il y a 8 ans. Et il a été viré pour ça. Bien sûr, mais n'empêche que c'est une bonne chose. Mais moi, je suis d'accord avec vous, le général de Gaulle le disait aussi. De ne plus dépendre d'un allié aussi versatile, mais je suis qui est d'ailleurs en train de se retirer. Je pense que c'est une bonne chose de récupérer notre souveraineté militaire. Je suis d'accord avec vous. Emmanuel Macron, qui a parlé donc de contresens et qui a renvoyé Vladimir Poutine. Alors vous trouvez que c'est bien ? Peut-être est-ce bien, peut-être avez-vous raison. Écoutez, de tenir la dragée haute à Poutine, oui, c'est bien. Peut-être, oui, vous avez raison. Pas se coucher devant Poutine. Ah non, il ne faut pas se coucher. Il faut se coucher juste devant M. Tebboune. Non, mais ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais pourquoi ? C'est deux sujets différents. Et alors ? Mais on n'a pas la même attitude avec les uns et les autres. Parce qu'il y en a un c'est ça qui est fascinant. Il y en a un qui a déclaré la guerre à l'Ukraine, qui a envahi l'Ukraine, qui est indépendant, qui a violé toutes les règles du droit international. Et puis il y a un autre État avec qui nous avons des difficultés, c'est vrai. Il y a un traité de 68 qu'il faut rénover, qu'il faut réviser, et c'est en cours. C'est ce que Macron a dit. Eh bien, écoutez, je vous crois. Alors, écoutons Emmanuel Macron. Je pense qu'il fait un contresens historique et ça m'étonne de lui. Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples. Et notre volonté, nous, c'est d'être une puissance de paix et d'équilibre. Au fond, tout ce que nous faisons, par les choix, y compris d'ailleurs de nos armées, pour éviter la guerre de demain, ce sont des choix de paix. C'est-à-dire qu'il y a dans la réflexion de Vladimir Poutine une forme de... C'est la réaction au mépris dont ils se sont la cible. Et c'est vrai que la dernière fois que la France a fait la guerre aux Russes, les Cosaques campaient... Ça s'est terminé avec les Cosaques qui campaient aux Tuileries. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une réalité incontournable. Les Russes sont durs dans la guerre. Moi, je dois avouer que j'étais sidéré depuis 3 ans d'entendre avec quel mépris on parlait de l'armée russe. En expliquant... Madame von der Leyen elle-même, qui met soi-disant 800 milliards sur la table. En fait, c'est des facilités de... Il n'y a pas d'argent, c'est pas de l'argent réel. Madame von der Leyen, quand vous réécoutez ses discours, il y a 3 ans, il y a 2 ans, où elle expliquait que les Russes faisaient marcher leurs missiles avec des puces qu'ils récupéraient sur les machines à laver, c'était tellement méprisant, les déclarations sur ce pays qui est une pompe à essence avec des ogives nucléaires. Eh bien non, c'est une armée qui est lente à se mettre en œuvre, c'est une armée qui est puissante, d'un pays qui est immense et qui est impossible de vaincre, en fait, militairement. Il faut, avec les Russes, avoir un rapport de force, sans aucun doute, mais leur épargner ce mépris. Vous êtes sur Europe 1 aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à 10h pour parler évidemment de l'intervention de François Bayrou, pour parler évidemment de la Russie, puis des autres actualités. Ce qui fait que Thomas Hill viendra à 10h prendre l'antenne sur Europe 1, il sera là de 10h à 11h. Et pour le moment, vous êtes aussi sur CNews, puisque nous allons marquer une pause. Et Thomas Bonnet va être avec nous dans un instant du service politique. Que dites-vous, Vincent ? Non, je craignais qu'on n'ait pas droit au café ce matin, non, donc je m'alarmais. Il n'y a pas de café, c'est vendredi. Et demain, c'est la journée internationale de la femme, Eugénie Bastier. Bien sûr, on pourrait en parler d'ailleurs, parce qu'il y a une polémique sur la journée du 8 mars. Vous savez que demain, il y a une marche. Oui, mais elle est interdite. On recevra tout à l'heure M. Nunez, qui l'a interdite visiblement. Vous pourrez échanger avec lui. Parfait. À tout de suite. Eugénie le disait. M. Nunez a l'intention d'interdire, il a annoncé son intention d'interdire la marche de nuit féministe radicale qui était censée se dérouler ce soir. Elle entend porter l'idée d'une grève féministe à la veille de la Journée internationale des droits de la femme. Et ça vous faisait réagir ? Oui, parce qu'il y a un collectif qui est mis en cause, qui est affilié même au terrorisme. Oui. Et ce sont des militants, voilà, vous avez vu, vous voyez l'affiche avec des kéfis palestiniens qui sont dans une logique intersectionnelle et qui veulent rejeter notamment les sionistes, c'est-à-dire d'autres groupes, notamment de femmes juives, qui veulent manifester pour les victimes féminines du 7 octobre, etc. Et donc on voit quand même à chaque fois maintenant, le 8 mars, il y a une mise en avant, une mise en exergue des divisions qui traversent le féminisme actuellement
entre effectivement ce féminisme intersectionnel qui voit dans la domination blanche et occidentale un ennemi à abattre, et d'autres groupes féministes qui veulent mettre en avant d'autres problématiques, la question du 7 octobre, mais aussi vous avez le collectif Némésis, plutôt de droite identitaire, qui lui veut porter un message sur la sécurité des femmes dans l'espace public, notamment menacées par l'immigration. Et je trouve ça intéressant parce qu'au départ, le féminisme était le monopole finalement de la gauche et de l'extrême gauche, et on voit qu'il y a d'autres mouvements qui sont en train d'apparaître, et ça crée des divisions évidemment. Sur les réseaux sociaux, vous le dites, le collectif antisioniste Urgence Palestine a diffusé une affiche avec un dessin représentant plusieurs femmes au kéfier coloré dont le visage est caché à l'exception des yeux. Pour la libération de la Palestine de la mer au Jourdain, peut-on y lire une phrase équivoque qui appelle de manière sous-jacente à la destruction de l'État d'Israël. Au-dessus, plus discrètement, gloire aux résistantes palestiniennes. Enfin, les co-organisateurs du cortège ont apposé leur logo Samidoun. Ouais, et Samidoun est tout sauf une organisation féministe, une organisation classée terroriste dans plusieurs pays. Donc, on pourra... on se demande quel est le rapport avec les femmes. Mais bon. Voilà, on pourra interroger. Mais c'est vrai qu'à l'occasion de la Journée internationale des femmes, on rappelle toujours des choses qui peuvent nous sidérer. Par exemple, une femme devenait majeure lorsqu'elle se mariait. Quand ? Avant, elle avait le droit, elle accédait à la majorité quand elle se mariait. Ou en France ? Oui, bien sûr, il y a encore... bien sûr, moi j'ai entendu ça ce matin. Et de la même manière, une femme a le droit... d'avoir un chéquier depuis 1965. Exact. Et le droit simplement. De vote, ce qui paraît en fait sidérant. Le droit de vote, c'était 45. Donc convenez que c'est moi je conviens tout à fait qu'il y a eu d'énormes progrès depuis 50 ans. Je suis la première à le noter. Mais ça nous paraît sidérant mais j'entends beaucoup de féministes faire comme s'il ne s'était rien passé en 50 ans, et c'est précisément moi ce qui me dérange. C'est de faire comme si la révolution n'avait pas advenu et de parler des vieux problèmes et de ne pas voir les nouveaux problèmes qui se posent, notamment l'insécurité des femmes qui pour moi est le problème numéro 1 aujourd'hui. Et puis, dans les petites nouvelles, avant de revenir sur Emmanuel Macron, on a appris également que CMA-CGM de M. Saadé va investir 20 milliards de dollars aux États-Unis sur 4 ans. Donc, c'est une annonce qui peut surprendre au moment de grandes tensions qui existent. C'est Donald Trump qui l'a annoncé, un investissement de 20 milliards de dollars aux États-Unis de l'armateur français CMA-CGM. Et je donne cette information parce que M. Saadé est également le propriétaire de BFM, une des chaînes concurrentes de CNews. Donc c'est une information qui est assez intéressante. On peut écouter Emmanuel Macron sur les peurs. C'est un discours hier soir, vers 23h, et on a le sentiment, effectivement, que peut-être cette peur est agitée. Le moment que nous vivons est grave pour l'Europe, tout le monde en a conscience. Et nous avons fait dès le premier jour des choix forts, de soutenir l'Ukraine face à la guerre d'agression de la Russie, et ce faisant de soutenir son indépendance et sa liberté. Et ce qui se joue en Ukraine, c'est évidemment la sécurité, la souveraineté de ce pays, mais c'est également notre sécurité à tous. Bon, c'est ce que nous avons dit plusieurs fois. André Bailly, vous trouvez que Emmanuel Macron a le ton juste, la parole juste sur ces sujets-là ? Oui, moi je trouve qu'il a le ton juste, la parole juste, que l'autre soir il n'en a pas fait trop, contrairement à ce qu'il a pu faire sur le Covid. Il a été assez grave, assez sobre. Maintenant que ça lui profite sur la scène intérieure, sur la scène politique intérieure, c'est évident et ça ne va pas lui déplaire. Mais je ne pense pas qu'il fasse tout ça pour ça seulement. Il a quand même un niveau de responsabilité. Il est d'ailleurs en cohérence avec ce qu'il a toujours dit sur l'Europe, sur la nécessité de renforcer l'Europe, de faire une Europe de la défense. Donc moi, tout ça ne me surprend pas et je trouve ça plutôt bien géré. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se réveille un peu trop tard et qu'au moment où l'Europe va réarmer, et ça va prendre du temps, la guerre va s'achever en Ukraine. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ça va prendre combien de temps ? De se réarmer avec les 800 milliards entre 5 et 10 ans, minimum. Oui, donc l'Ukraine n'a rien à voir. L'Ukraine aura servi de détonateur. Voilà, de prétexte. Pas de prétexte, de détonateur. C'est même pas l'Ukraine, c'est le retrait américain qui est un détonateur. Oui, c'est c'est lié, bien sûr. Auquel on aurait dû se préparer, parce que pardon, c'était quand même dans le programme de Trump. Ça fait 15 ans, ça vient pas de Trump. Obama déjà avait tourné oui, mais à chaque fois quand Biden a été réélu, tout le monde a poussé un grand ouf de soulagement et s'est dit, c'est bon, on a encore racheté un sursis, on va pouvoir dépendre du parapluie américain. Eh bien non. Jordan Bardella a pris la parole. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent avec les termes qu'on utilise.
surtout quand on est le président de la République, le chef des armées d'une nation qui est une nation qui compte en Europe et dans le monde. Elle a une voix singulière. Nous avons l'arme nucléaire et je pense que ça doit nous faire peser nos mots. Est-ce que la Russie, depuis 3 ans et à l'évidence plusieurs années, constitue une menace pour la sécurité de l'Europe et les intérêts et des intérêts français? À l'évidence, la réponse est oui. Mais je pense qu'Emmanuel Macron est rattrapé par l'histoire et qu'il a nié pendant de très nombreuses années la réalité de ce nouveau monde qui apparaît aujourd'hui sous ses yeux. Quand le général Pierre de Villiers, en 2017, puis dans un livre dans Servir, s'alarme du fait que, à force de tailler nos armées à l'os, on perd la souveraineté de la France et on perd notre capacité de défense, il a été limogé pour cela. On voit les nations réapparaître sur la scène mondiale. On voit partout dans toutes les démocraties occidentales les peuples se réveiller et aspirer à replacer l'intérêt des États-nations au centre. MacArthur résumait les batailles perdues avec 2 mots, trop tard. Et on a le sentiment que le président de la République, non seulement peut apparaître excessif sur certains points, au risque d'être anxiogène pour beaucoup de Français, mais en plus, il vient faire le diagnostic aujourd'hui de son impuissance, alors que depuis très longtemps, le monde est en train précisément de reprendre conscience que si une nation ne défend pas ses intérêts, si elle n'a pas une défense, si elle n'a pas une industrie, si elle n'a pas une souveraineté alimentaire, si elle n'a pas une souveraineté économique, n'est plus une nation libre. Et il fait le constat tragique que la France aujourd'hui et l'Europe ne sont plus un pays et une civilisation libre et autonome. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur le dossier russe, j'allais dire franco-russe. Ouais, mais ça tout dépend de ce qu'on peut mettre sous le terme de menace. Ce qu'on dit, c'est une menace. Oui. C'est quoi une menace? Si c'est effectivement les cyberattaques, les concurrences déloyales, oui, c'est une menace, ça a toujours été une menace. Je rappellerai quand même aussi que les États-Unis, par exemple, il n'y a pas si longtemps, écoutaient Angela Merkel. C'est pas des méthodes très loin. Ils ont arrêté. Ah non, Angela, oui, mais non, mais c'est pour vous dire. Non, mais maintenant, passer l'étape supérieure, ils sont à nos portes, les chars vont être à nos portes. Oui. C'est là que je dis que là, on a c'est là que j'écoute. C'est là qu'il y a un gros problème. Et j'écoute André Valigny avec intérêt, mais je vous adore, André, mais je pense que vous êtes vraiment à côté de la plaque, parce que les chars russes, ils ne sont pas à Paris. Non. Et que la menace Poutine, il y a une menace beaucoup plus forte dont je ne vous entends pas souvent parler pour la France. Islamisme. Qui est islamiste. Elle est au coin de la rue. La menace islamiste, elle est au coin de la rue. Elle est dans la rue. Elle paraît beaucoup plus importante. Je suis d'accord. Et j'y vois parfois une forme de diversion avec ce qui se passe. Non, pas de ma part. Non, pas vous. Mais quand on parle de la Russie, on ne parle pas des autres problèmes. Et ça, je pense que les Français l'ont bien compris. Ils ont bien compris cela, croyez-moi. La menace islamiste, justement, la patrie a besoin de vous. 300 morts depuis 10 ans en France. Oui, la menace russe, c'est 0 mort depuis 10 ans. Oui, et puis vous avez... Bon. Non, mais je suis bien d'accord avec vous. Bon, l'Algérie, avec le sujet de Corentin Brio, de nouveaux refus de QTF, on en avait parlé hier, vous voyez ce sujet, et on en parle ensemble. Un nouveau refus qui ne risque pas de réchauffer les relations franco-algériennes. Hier, 2 ressortissants expulsés vers l'Algérie ont dû faire demi-tour et revenir en France après avoir été refusés par leur pays d'origine au motif d'absence de laissez-passer consulaire. Tous 2 connus de la justice française, le premier Abdelkadir B, récemment sorti de prison, a été interpellé pour trafic de stupéfiants en 2023. Interdit de territoire pendant 10 ans, il est notifié d'une première au QTF en 2017, puis d'une seconde en 2023. Le second, Nasseddine K, est connu des services de police pour troubles à l'ordre public et vol aggravé en Réunion. Il est sous le coup d'une OQTF avec interdiction de retour. Un nouveau refus de la part d'Alger, après celui de mercredi, où un autre ressortissant expulsé avait connu le même sort. Aujourd'hui, l'Algérie fait mauvais élève, elle ne veut pas recueillir ces ressortissants qui ont été condamnés en France et dont la France expulse tout à fait normalement. Donc là, l'Algérie a une position contraire au droit international, contraire au droit tout court, et c'est une attitude qui ne peut pas rester sans réponse. Malgré la posture de l'Algérie, la France veut continuer à jouer l'offensive. Bruno Retailleau a annoncé lundi la préparation d'une liste de plusieurs centaines de ressortissants algériens au profil dangereux que la France souhaite renvoyer vers l'Algérie. Écoutons sur ce sujet ce que disait François Bayrou tout à l'heure. Écoutons-le. Alors d'abord, écoutons peut-être Jordan Bardella avant, puisque nous l'écouterons après, ce qu'a dit le Premier ministre. Jordan Bardella. Emmanuel Macron est fort et dur avec Poutine, et docile et faible avec Tebboune. Et c'est un
un paradoxe incommensurable. L'Algérie, depuis maintenant plusieurs années, mène une politique hostile à l'égard de la France, à l'égard des intérêts français, en refusant notamment de récupérer ses ressortissants, en construisant la légitimité de son régime sur une rente mémorielle et en multipliant les outrances à l'égard de la France, de la République et de ses dirigeants. Ça, ils traduisent ce que, je pense, beaucoup de Français pensent aujourd'hui, en tout cas, sur l'attitude vis-à-vis de l'Algérie. Et je vous propose d'écouter... Comment ? Pas notre ministre des Affaires étrangères. Oui. Oui. Vous savez, le ministre Barrot se rend la semaine prochaine à la Grande Mosquée de Paris. La Grande Mosquée de Paris, dont le recteur est en quelque sorte l'ambassadeur d'Algérie auprès des musulmans. Et donc, il va participer à un iftar, ce repas qui, au moment où on ne distingue plus un fil blanc d'un fil noir, c'est la rupture du jeûne, et pendant le ramadan, et donc on déjeune, on dîne, en quelque sorte, soupe, avec des sucreries, et on prend une soupe. Et donc, il va participer à cette réception qui rassemblera les ambassadeurs de pays musulmans et le ministre français des Affaires étrangères, sous la houlette, donc, à l'invitation de l'ambassadeur officieux d'Algérie auprès des musulmans de France. Il n'y a aucun problème, à vos yeux, ni sur le plan de la laïcité, ni par rapport à Boualem Sansal, ni par rapport à ses OQTF, ni par rapport à son collègue Retailleau. Enfin, c'était extravagant. On a une diplomatie qui est... C'est désarmant. On ne sait même pas comment le qualifier, en fait. Ambassadeur officieux, je ne sais pas ce que c'est. Pardon ? C'est quand même le recteur de la mosquée de Paris. Ce n'est pas l'ambassadeur d'Algérie. C'est l'ambassadeur. C'était le président du comité de soutien à la candidature de M. Tebboune. Oui, c'est un bout de feu permanent pour culpabiliser à la fois la France et pour dénoncer une chaîne comme celle-ci, il l'a fait nommément. Et tous ceux qui se sont mobilisés pour Boualem Sansal, qui sont assimilés au pire, à l'OAS, à l'extrême droite, etc., c'est pas l'ambassadeur d'Algérie en France, mais c'est le deuxième ambassadeur d'Algérie en France, évidemment. Vous savez que pendant ce temps-là, l'ambassadeur de France en Algérie, lui, a été convoqué hier par le service algérien parce qu'il y a des exercices conjoints avec le Maroc. Je précise que depuis début janvier, ça fait 17 ressortissants algériens qui ont été refusés par l'Algérie. 17 refus de réadmission. Non, mais ça commence à faire beaucoup. Oui. C'est vrai que... Sauf que le Premier ministre a été désarmé par le président de la République. Non, mais l'information que donne Vincent, c'est toujours pareil, que peu de gens donneront. Vous la verrez nulle part, cette information. Vous la lirez nulle part. Et c'est ça qui est désolant dans l'espace médiatique. On ne cesse que de le répéter. Donc ce qu'il dit là est quand même tout à fait intéressant et surtout révélateur. Puis il a aussi des intérêts pour tout ce qui est vente de produits halal. Il faudrait peut-être que les OQTF viennent de Russie pour que peut-être on s'occupe de ce problème en France. Parce qu'il y a l'impression que hors de la menace russe, il n'y a pas de menace qu'on prenne au sérieux. On ne pousse pas les Tchétchènes. mais juste, il y a quelque chose de mystérieux, je trouve, dans la difficulté qu'a Emmanuel Macron à entamer ce bras de fer avec l'Algérie. On se demande si c'est idéologique ou si c'est pragmatique. Et est-ce que c'est une conviction sincère chez lui qu'il y a une culpabilité coloniale, on se souvient de ce qu'il avait dit sur crimes contre l'humanité en Algérie, etc. Ou est-ce que c'est une peur des conséquences que ça aura en France ? La diaspora algérienne. Et moi, je pense qu'il y a aussi une question idéologique. C'est qu'Emmanuel Macron a quelque chose de décolonial dans son attitude. Bon, je vais vous proposer d'écouter Jordan Bardella, qu'on vient d'entendre. Pardonnez-moi, je vous propose d'écouter François Bayrou. Nous avons des accords super privilégiés. Des accords super privilégiés, ça impose un vrai respect. Réciproque dans les deux sens. Ça commence par le respect des accords. Mais il y a d'autres questions. Le gouvernement algérien a développé contre la langue française, contre la culture française, des politiques extraordinairement agressives. Ça n'est pas du bras de fer que nous devons chercher, mais nous devons chercher à préciser la portée des accords que nous avons et ce que ces accords signifient en termes de respect réciproque. C'est ça ce que j'ai défendu et c'est ce que je crois absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'aux yeux des Algériens, essayons de mettre un peu à la place de M. Tebboune, on a franchi la ligne rouge. Voilà. À partir du moment où M. Macron a reconnu la marocanité du Sahara occidental, ça, c'est quelque chose qu'on ne touchait pas.
Voilà. On va marquer une pause. Je voudrais vous lire 2 ou 3 choses que j'ai récupérées pendant cette émission. Vous allez me dire qui a dit ça et quand. Mesdames et messieurs les députés, vous attendez de moi que je vous dise la vérité. Nous sommes entrés dans une époque difficile et incertaine où se joue la sécurité et l'avenir du pays. Le temps du courage est venu. Les perspectives sécuritaires sont dégradées, les foyers de crise se multiplient aux portes de l'Europe. Se pose dès lors la question de l'effort de défense des États membres de l'Union. Sur 28, seuls 4 ont un budget de la défense, pensions comprises, représentant 2% de leur PIB. D'autres en sont très loin. Qui a dit ça ? Pour être soutenable, l'effort doit être lissé sur les 15 prochaines années. Il en va du maintien de notre indépendance nationale au moment du retour des États-puissances. Eh bien, celui qui a dit ça, c'est Pierre de Villiers. Et il l'a dit devant la Commission de la Défense nationale et des Forces armées le 8 février 2017. Oui. 2017, il y a 8 ans. Donc ceux qui nous gouvernent ont une part de responsabilité à ne pas entendre des professionnels. Les professionnels, c'est Pierre de Villiers. Est-ce que je peux dire, Pascal, que depuis 8 ans, les crédits militaires ont été multipliés par 2 ? Parce que Macron a pris conscience de ça, et il y a eu 2 lois de programmation militaire qui ont beaucoup augmenté le budget de la défense. Donc de Villiers a été entendu, il a été viré, mais il a été entendu. Oui. Multiplié par 2, vous êtes sûr ? Oui, les crédits ont multiplié par 2. Bon, alors, en tout cas, Pierre de Villiers, qui est un professionnel... Et c'est bien d'entendre des professionnels dans chaque domaine, plutôt que des hommes politiques, parfois. Qui avait été humilié devant ses troupes. Oui. Exactement. Vous avez entendu le carillon. Le carillon, aujourd'hui, est en décalage parce qu'il a permis à M. Hill de faire une petite grasse matinée. Exactement. Et M. Hill, Thomas de son prénom, va pouvoir prendre l'antenne entre 10h et 11h sur Europe. Il va falloir perdre l'habitude de me piquer des demi-heures, hein, Pascal, quand même. Mais à un moment, vous allez faire la jonction entre vos 2 émissions. Vous allez faire vos propres passages d'antenne. C'est possible. Bon, quel est votre programme, chers camarades ? Eh bien, je suis ce matin, on va prolonger un peu votre discussion, finalement, autour de l'Ukraine, puisque je suis avec Michel Hazanavicius, qui revient avec un carnet d'Ukraine. Il est allé sur le front et il raconte la vie des soldats en Ukraine dans un livre. Eh bien, écoutez, ça va être passionnant, évidemment, de vous écouter. Et nous écouterons, ou en direct, ou en podcast, ou en replay. Et nous vous souhaitons le meilleur.